par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, l'Office de consultation publique de Montréal suspend ses voyages après les révélations du bureau d'enquête de Québecor. 420 000 travailleurs sont en grève ce matin. D'autres jours de débrayage à venir dans le secteur de la fonction publique. Déficit dans les transports en commun. L'Institut économique de Montréal propose de réduire la rémunération des chauffeurs et Donald Trump témoigne sous serment à son procès pour fraude. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Suite aux révélations de nos collègues du bureau d'enquête de Québecor qui révélaient des dépenses assez inusitées, merci, pour des missions à l'étranger qui étaient empruntées par l'Office de consultation publique de Montréal. Voyages, entre autres, comprenant des visites chez des amis, par exemple, des soupers faramineux au restaurant, des déplacements avec des rapports... Des soupers nombreux, des repas nombreux au restaurant aussi. Oui, nombreux repas au restaurant, certaines fois pour des occasions un peu floues, mais surtout pour des motivations un peu floues. Des missions un peu floues, parce que les rapports de mission, par rapport à la durée du voyage, il y en a combien qui est vraiment la mission, qui avait vraiment des activités officielles, protocolaires, organisées, utiles. Les rapports de mission sont peu documentés. Peu documentés, parfois même carrément absents, où on refuse d'expliquer exactement quelles sont les retombées, là, par exemple, d'un voyage. C'est bien beau aller faire rayonner la ville de Montréal ailleurs dans le monde, mais de quelle manière? L'Office de consultation publique de Montréal, son rôle, c'est de consulter les Montréalais. Bon, là, ils nous disent, nous, on a une expertise extraordinaire, il faut aller la partager à travers le monde. Ouais, OK. Certes. Faudrait voir ça. Mais à quel prix? C'est surtout ça. Oui. C'est surtout là les questions qu'il faut soulever, là, surtout qu'on apprend, par exemple... Puis surtout que c'est inquiétant parce que tu te rends compte, moi, je connaissais même pas l'organisme, mais là, une fois qu'on connaît les gens, c'est des gens qui se connaissent, là, c'est comme une gang d'amis qui sont là-dedans, qui se passent ça d'un à l'autre, des gens qui font de la politique ou des affaires ensemble depuis 20 ans ou depuis très longtemps. Là, que c'est vraiment des proches qui se passent des postes puis qui signent le compte de dépenses de l'autre, puis après ça, c'est à ton tour, je te redonne la job. Oui, exactement. Et même quand on parle de consulter ailleurs puis de répondre à une expertise, le bureau d'enquête cite entre autres l'année 2016. 10 voyages par avion, ça a coûté au-dessus de 50 000 $ aux contribuables. Dans une année où 10 voyages en avion, c'est une année où on consultait les Montréalais du côté de cet office au sujet de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles. Et pour ça, on a fait plusieurs voyages en avion. Bref, c'est après toutes ces révélations que la présidente de l'Office de la consultation publique de Montréal a indiqué aujourd'hui qu'ils allaient revoir les règles autour des frais de représentation. Je comprends bien, jusqu'à maintenant, il y en avait à peu près pas, là. Oui. À peu près pas. Leur réponse, c'est de dire on n'a pas contrevenu aux règles parce que les règles... il n'y en a pas, là. C'est nous qui les faisions au fur et à mesure. Oui, et là, on a annoncé que d'ici à ce que ce soit revu, là, la révision complète du processus de la représentation de l'organisation, tous les voyages vont être suspendus d'ici là, alors qu'on veut s'expliquer un tout petit peu mieux comment on dépense, puis surtout comment on justifie les dépenses de cet organisme-là. Puis comme tu dis, Mario, c'est vraiment ça qui est inquiétant. On connaît pas vraiment certains organismes comme ceux-là qui sont financés à 100% par des fonds publics et qui ont l'air de se gâter. Mais là, il y a quand même une pression là, sur la présidente l'ex-présidente Dominique Olivier, qui est maintenant la présidente du comité exécutif de Montréal. Peut-elle, et c'est la question que l'opposition, à mon avis, la question la plus pertinente que l'opposition a posée, là. Est-ce qu'elle peut rester en poste? Est-ce que tu peux préparer le budget de la ville de Montréal, qu'on dit est un des budgets les plus difficiles à préparer de l'histoire, là, que cette année, les finances à Montréal, c'est vraiment dur avec l'inflation. Est-ce que tu peux préparer le budget de la ville de Montréal pour cette année avec la crédibilité entachée par un tel dossier de gestion de fonds publics, là? La mairesse Plante a répondu oui à ça, réitère sa confiance en Mme Olivier, mais l'opposition a carrément demandé son départ. Toujours en parlant d'argent public, c'est ce matin que près de 420 000 travailleurs du Front commun, là, des employés de l'État, ont amorcé un débrayage massif. Débrayage qui devrait d'ailleurs se poursuivre les 21, 22 et 23 novembre prochains, alors qu'on prévoit là, vraiment de tout fermer dans ces journées-là, alors que semble piétiner pour l'instant là, les négociations entre l'État et le secteur public. Parce que même si on se dit là, optimiste d'un côté comme de l'autre d'en arriver à un accord
avant Noël. Il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, Mario. Là. C'est ça qui est pas très clair. Puis aujourd'hui, parlons d'abord des manifestations, parce qu'il faut le souligner. Ça s'est bien passé. C'est bien passé partout. Dans les écoles, on avait annoncé que c'était ligne de piquetage le matin, mais que vers les 10h30 ou à peu près, dans la plupart des endroits, on allait rentrer à l'intérieur, commencer à accueillir les jeunes pour faire l'après-midi d'école. Ça semble s'être passé comme ça, assez bien, même très bien. Les dirigeants syndicaux ont fait des discours très responsables. Donc, il n'y a rien à dénoncer. Là. Les choses se sont très bien déroulées pour un syndicat qui fait valoir son droit. Il a le droit de grève au renouvellement de la convention collective. Mais là où la ministre, à mon avis, Sonia Lebel a marqué un point, c'est quand elle a dit aux centrales syndicales, on serait peut-être rendu à l'étape que vous nous fassiez une contre-offre. Et là, la version syndicale, c'est nous, on fait pas... Parce que là, le gouvernement est rendu à 4 offres. Mais je dis pas... Mettons 2. Mettons que les 3 premières, ça en fait une, là. Oui, puis là, ils en ont rajouté, c'est ça. À la fin octobre, ils ont rajouté de l'argent, ils ont rajouté 1 milliard. Là, le syndicat dit, nous, on fait pas de contre-offre parce qu'on considère que cette offre-là est ridicule. Puis nous, on attend d'avoir une offre sérieuse avant de faire une contre-offre. Mais la demande syndicale est de 20% sur 3 ans, qui est quasiment 7% par année. Là. Tu te dis, à ce compte-là, la ministre aurait pu dire, vous aussi, ce que vous demandez, c'est tellement gros que c'en est ridicule. Ouais. Puis moi, je fais plus d'offres. Puis le prêt. Et la présidente de la FTQ, quand elle a décrit pourquoi elle voulait pas se mettre le bras dans le tordeur pour faire une contre-offre, elle a dit, mais là, moi, je fais une contre-offre, là, je vais baisser ma demande. Puis après ça, la ministre, va m'offrir un petit peu plus. Puis là, elle va vouloir que je baisse encore. Oui, mais ça, là, c'est ça une négociation. Oui, c'est le concept même de la négociation. Moi, je vais acheter ta maison, tu l'as mis en vente à 400 000, je te fais une offre à 360, tu me reviens à 390, je te reviens à 370. Finalement, on s'entend à 378, tu sais. Mais c'est le principe d'une négociation, là, tu sais, c'est de dire, là, moi, je baisse un peu, l'autre remonte, puis la monnaie, tu vois, il y en a un qui va casser, qui est pas prêt. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, le principe même de la négociation. Puis là, c'est comme si ça négocie à un, là, même si le gouvernement... Puis je suis le premier à dire que l'offre du gouvernement est pas énormément généreuse, mais quand même, tu peux pas négocier à un seul à table, là. Oui, c'est sûr que ça devient difficile dans ce temps-là. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est 3 autres journées quand même de grève qui sont prévues. Avant ça, il y a la FIC, là, cette semaine, mercredi et jeudi. Oui. Après ça, la semaine prochaine, une semaine tranquille. Mais là, dans l'autre semaine, là, ça commence cowboy, parce qu'il y a 3 journées, 21, 22, 23, le Front commun. Puis là, le 23, tu vas voir le Front commun et la FAE. Donc, le 23, retenez cette date-là. Je pense que c'est un jeudi le 23. Là, tu as le Front commun et la FAE qui vont être tous en grève. Puis dans le cas du Front commun, eux autres, ça termine leurs 72 heures, leurs 3 jours. Mais dans le cas de la FAE, c'est le début d'une grève générale illimitée. Donc, les écoles fermées complètement pour des jours et des semaines s'il faut, jusqu'à nouvel ordre. Donc, est-ce qu'une entente peut survenir avant cette semaine du 21 novembre? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de temps, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Alors qu'on continue de discuter de la manière dont pourraient être épongés les déficits des sociétés de transport un peu partout au Québec, l'Institut économique de Montréal a lancé un pavé dans la mare, Mario, ce matin, en démontrant que, selon une de leurs études, qu'on pourrait éponger les déficits des entreprises de transport de moitié, simplement en rémunérant différemment les chauffeurs d'autobus et les chauffeurs différents, métro et autres, au travers des sociétés de transport du Québec. Gros pavé dans la mort, on le dit, parce que c'est de réviser à la baisse, là, carrément. Considérablement, mais ils partent d'un constat. Là. Ils disent, pour l'ensemble des travailleurs ayant un secondaire 5, là, comme formation requise, les chauffeurs d'autobus sont au sommet de ce qui existe, essentiellement. Oui, on dit que le taux horaire moyen des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro, c'est 51 $ de l'heure environ. Ce qui fait... Alors que même catégorie d'emploi en 2022, c'est 35 et 74 $ de l'heure en moyenne. C'est ça. Dans l'ensemble des autres professions pour les autobus. 51 et quelque chose, c'est un salaire annuel d'au-dessus de 106 000 $ par année. Exactement. Donc là, c'est plus que des universitaires que sont les enseignants. T'sais, on parle des négociations du secteur public, mais ils gagnent plus que les enseignants, ils gagnent plus que les infirmières. Peut-être pas plus que les infirmières là, avec les bonifications, mais quand même, ils gagnent plus qu'un paquet de travailleurs du secteur public qui ont des études universitaires ou collégiales. Oui, puis eux estiment que c'est à peu près 250 millions de dollars qui pourraient être réduits des différentes dépenses un peu partout. T'as-tu pensé à la guerre syndicale? Couper de 30 % les salaires des chauffeurs,
On s'entend que c'est impensable. Impensable. Mais c'est matière à réflexion, c'est-à-dire que... C'est un conseil intéressant. Ben, c'est-à-dire que les sociétés de transport disent on est cassé, il faut que quelqu'un éponge notre déficit. Mais pense-y, les sociétés de transport, puis les villes qui les gèrent un peu, parce que les sociétés de transport sont des créatures des villes, ils vont voir le gouvernement du Québec. Puis ils disent paye notre déficit. Le gouvernement du Québec est en négociation avec ses syndiqués. Fait que c'est comme si le gouvernement du Québec, qui paye un enseignant, moi je sais pas, là, 90 000 par année, épongerait les déficits d'une société de transport qui paye ses chauffeurs qui ont un secondaire 5 106 000. C'est quasiment une insulte à l'enseignant, parce que c'est comme, ça devient le gouvernement du Québec qui met plus prioritaire d'aller compenser le trou qui a été fait par les sociétés de transport que d'améliorer les conditions de travail de ses propres travailleurs. Je trouve que c'est vraiment... c'est une question majeure qui est posée aux villes. C'est une question majeure qui est posée aux sociétés de transport. Je comprends qu'ils ne voudront pas rouvrir les conventions collectives pour baisser les salaires de 30 %. Mais ils ont une crise sur les bras, puis qui justifie le gouvernement du Québec de pas... Ben, là, cette année, il a quand même épongé une partie du déficit, mais... c'est un vrai questionnement. Oui, c'est un vrai questionnement qui tombe en même temps où aujourd'hui, on a réagi là, du côté de la communauté métropolitaine de Montréal, qui ont fait parvenir une lettre au premier ministre François Legault. Et ils ont révisé leur calcul du déficit là, dans les sociétés de transport. Parce qu'il faut comprendre, c'est depuis le tout début là, de cette crise-là, les gouvernements des villes et le gouvernement du Québec sont pas au même endroit par rapport au déficit. Là. Ils l'estiment pas du tout le même moyen. Les municipalités, eux, disent c'est un déficit de 532 millions. Le budget provincial, 338 millions de leur côté. C'est ce qu'on estime comme trou exactement, comme déficit. À cause, tout ça, de la taxe sur l'immatriculation, qui est prise en compte ou pas, là, dépendamment du calcul qu'on fait. Mais on a aujourd'hui quand même revu tout ça à la baisse, là, en parlant d'un trou de 265 millions. Finalement, là, ce qui était le montant là, de 70 % épongé par le Québec dans cette histoire-là. Et là, on a mis fin, du côté du gouvernement, aux négociations pour 2024, entre autres, en termes de financement. Non, là, c'est fini. C'est ça le montant, puis c'est ça, puis vous arrangez avec le reste. Oui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, avait déjà qualifié d'ailleurs cette offre-là de finale. Autre semaine, autre dossier gênant pour Air Canada, Mario, alors que ça se multiplie aujourd'hui, là, 3 autres cas d'articles qui rapportent toutes sortes de mesures auprès d'Air Canada. Bon, un premier dossier qui peut s'apparenter à une histoire qu'ont vécu beaucoup de personnes. Hein? Un Québécois qui se rend dans le sud avec sa bague de mariage, ses médicaments, tout ça dans ses valises. Les valises quittent jamais Montréal, se ramassent là-bas, peut pas faire sa demande en mariage, a pas ses beaux habits pour faire la chose de toute manière, pas de bague, rien, revient ici, pas capable de récupérer sa valise. Évidemment, dans ce cas-ci, on pourrait dire que monsieur a fait quelques erreurs tactiques, c'est-à-dire de tout mettre dans son bagage de soute, alors qu'on recommande généralement pas ça. Oui, je sais, mais quand même... c'est un cas qui s'ajoute, disons. Tu peux espérer que ta valise va se rendre à la même place que toi, là, c'est pas exagéré d'espérer ça. Habituellement, oui, puis tout ça, mais ça pourrait faire partie, bien évidemment, des nombreuses plaintes à l'Office des transports du Canada qui visent Air Canada de manière générale. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'Air Canada a une nouvelle méthode pour faire face à cette grande multiplication des plaintes à son égard. D'utiliser une plateforme en ligne gérée par l'intelligence artificielle, Mario, qui va contacter les gens directement là, qui ont soumis des plaintes à l'Office. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a au-dessus de 61 000 plaintes là, en ce moment qui sont en attente. Ce qui fait que pour certaines personnes, ça peut être des années avant d'avoir une indemnisation. Oui, puis pour eux, ils n'embaucheront pas des gens, des salariés au téléphone pour essayer de parler un à un à toutes ces personnes-là. Exactement. Donc maintenant, ce que ça fait, c'est que vous faites contacter par ce logiciel d'intelligence artificielle-là, si vous avez fait une plainte, et là, on va vous proposer toutes sortes de choses. Ouais, de l'argent pour vous indemniser, même des coupons électroniques, Mario, des crédits comme ça, voyage, qu'on vous propose, ou on vous dit, sinon, c'est que vous allez attendre, là. Ça va être long pour l'Office, alors acceptez notre offre. Et là, il y a des gens qui ont fait le test, on peut répondre là, directement à ce logiciel-là en disant, non, vous m'offrez pas assez, et eux vont vous faire une contre-offre, le logiciel, presque immédiatement, là, dans la minute, qui est beaucoup plus élevé que la première offre qu'ils font. Donc, ils vont vous lowball en bon français, vous refaire une deuxième offre si vous repoussez, mais pour la plupart des fois... Fait que si vous faites affaire avec l'intelligence artificielle d'Air Canada, là, à la première offre,
faut que vous fassiez comme aux banquiers à l'époque. Là. Oui. Cette offre est refusée. Exactement. C'est ce qu'il faut faire, Mario. Littéralement, contre l'intelligence artificielle. Puis après ça, ben, l'autre indemnité qu'on vous offre, ben, la plupart du temps, c'est pas suffisant là, pour ce que vous vouliez réclamer. Mais parce que ce que je comprends là, d'Air Canada, il y a toute une stratégie là-dedans parce qu'ils se disent, bon, si tu refuses leur deuxième, la troisième, à un moment donné, ils font plus d'offres. Ils disent, OK, ben, allez vous battre. Là, il va falloir que tu ailles à l'Office des transports. Là, tu rentres dans les délais. Là, il va falloir que tu fasses des papiers, de la paperasse. Ou sinon, tu peux passer par des affaires comme un vol en retard. Vol en retard. Puis il y en a une couple des bureaux d'avocats. Mais là, tu leur laisses un pourcentage important. Tu leur laisses un gros pourcentage de tes gains. Fait qu'ils autres font le calcul, Air Canada, que si on a un système qui fait des offres, on va peut-être régler des milliers de cas comme ça, des gens qui vont se dire, regarde, là, j'ai mon crédit aujourd'hui ou j'ai mon argent aujourd'hui, tant pis, là, vaut mieux un aujourd'hui que deux tu l'auras, dans un an ou dans peut-être jamais. Fait que, mais tu sais, je fais un commentaire aux gens sur les crédits voyage. Parce que moi, j'ai utilisé, j'ai manqué une journée ici, je suis allé à Chicago, tu m'as remplacé, merci. Je suis allé à Chicago avec ma blonde, et ça, c'était des crédits voyage de la pandémie qu'on n'avait jamais utilisé puis qui allaient devenir échus. Puis on a fait un petit aller-retour à Chicago que les crédits ont couvert. Mais calculez, je dis aux gens, calculez que si vous ramassez 2 piastres de crédit, ça vaut 1 piastre. En d'autres termes, moi, c'est un voyage beaucoup plus long avec un transfert. Tu comprends? Normalement, qui aurait coûté le double, là. Parce qu'une fois que tu rentres dans le système, là, moi, j'étais avec une compagnie américaine, toi, tu rentres dans le système, puis tu dis, moi, je viens magasiner avec des crédits, là. Là, on dirait que t'es plus dans le même système. T'as plus accès au rabais. Ou, non, c'est des crédits, ils valent ce qu'ils valent, puis c'est tout. Tous les prix sont au maximum. Fait qu'un vol pour une destination habituelle, un New York, un Chicago, un Washington, un vol que tu pourrais avoir à 300-400$, là, tout à coup, ils sont tous à 800$. Là. Ouais. C'est assez spécial. Un crédit, là, c'est triste, mais tu perds pas tout, mais tu te fais un petit peu avoir quand même. Oui, absolument. Puis tout ça s'ajoute, bien évidemment, mais aux autres tuiles d'Air Canada là, dans les derniers mois, Mario. Puis je faisais une petite compilation aujourd'hui pour notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, des employés qui forcent des passagers à s'asseoir dans des sièges remplis de vomi qui ont mal nettoyé. On a 2 cas. Un, la conseillère générale de la mobilité du Canada qui se fait oublier son fauteuil roulant dans un avion. Un homme atteint de paralysie spastique qui est obligé de se traîner en rampant dans une allée parce qu'on l'aide pas. Un député britannique qui se fait saisir, pas par les douanes, par des agents d'Air Canada qui décident de le retarder en attendant qu'il embarque sur son vol parce qu'il s'appelle Mohamed puis qu'on le craint soudainement pour la sécurité des passagers à plusieurs reprises. Là, on commence à... Tu sais, c'est plusieurs cas qui s'ajoutent. On perd des lingots d'or, qu'on confie à quelqu'un, un voleur qui vient avec un faux papier, pas de double vérification, on perd tout ça. C'est une mauvaise année. Puis c'est beaucoup de cas comme ça, Mario, qui peuvent être rigolos, mais j'en ai trouvé un autre aujourd'hui aussi. Moi, je mets ça, c'est la malchance. Ça. C'est une mauvaise année. Média anglophone, c'est CBC qui rapportait ça aujourd'hui. Une dame du nom de Chanu Pandey qui va entreprendre des démarches judiciaires contre Air Canada. Un vol de septembre, semble-t-il, qui partait de l'Inde pour la ramener, elle et son père, qui venait juste d'avoir sa citoyenneté permanente ici, de résident permanent ici au Canada. Prend un vol qui part de l'Inde pour se rendre jusqu'à Montréal. Et là, plusieurs heures dans le vol, son père, qui a 83 ans, mais se met à avoir des grosses douleurs, entre autres à la poitrine, se met à vomir, se met à se déféquer dessus, panique complète, demande de l'assistance de l'équipage, demande à ce qu'on atterrisse d'urgence. Le visage de son père commence à se paralyser, à s'affaisser d'un côté. Là, on parle vraiment d'un problème cardiaque, règle générale. Semble-t-il qu'elle a dû argumenter pendant des dizaines de minutes avec eux, que finalement, après son insistance, on a demandé s'il y avait un expert médical parmi les passagers, ce à quoi personne ne finit par répondre. Et là, alors que l'avion... Ça, c'est pas chanceux, par exemple, parce que sur le nombre, il aurait pu y avoir quelqu'un, un professionnel de la santé. Exact, mais là, on vole au-dessus de l'Europe. Elle avise encore une fois l'équipage en disant, regardez... Donc on n'est pas au-dessus de l'océan, là. Mais on y arrive. On arrive proche, entre autres, mais de l'Irlande. Et là, on dit, vite, c'est le dernier endroit avant l'océan Atlantique. Faut atterrir d'urgence. Mon père est en train de mourir. On a décidé de pas le faire du côté d'Air Canada. Puis finalement, en arrivant à Montréal, quelques jours plus tard, le père est décédé, finalement, d'une certaine nécrose de tissu à son cœur. Ça, c'est moins drôle qu'une bague oubliée. Là. On se comprend. Donc, il y a des cas comme ceux-là qui deviennent beaucoup plus graves pour Air Canada. Puis Mario, moi, la question que j'ai toujours envie de me poser, est-ce qu'une autre compagnie au monde qui pourrait, à part Air Canada, cumuler autant de prépins puis jamais puis enregistrer quand même des profits records pendant un trimestre? C'est assez spécial. Merci. Tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, le boxeur à la retraite David Lemieux a été formellement accusé d'avoir proféré des menaces de mort à Laval en septembre dernier. Une seule accusation, donc, contre l'homme de 34 ans qui a comparu le 2 novembre dernier par voie sommaire. Là, lorsque les infractions sont moindres, c'est ce qui arrive habituellement. Et malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur ce qui se serait passé. C'est pas le contexte. Non, malheureusement, c'est pas le contexte en ce moment. C'est quand même pas le premier démêlé avec la justice là, pour l'ancien combattant. En juin 2014, il y avait une altercation entre lui et son ex-conjointe qui finalement a été retiré, là, tous les chefs d'accusation dans ce dossier-là en avril 2015. C'est survenu aussi là, cet événement-là quelques mois maintenant après que la Mercedes de David Lemieux a été ciblée par un incendie criminel. On devrait apprendre là, un peu plus de détails très prochainement. Économie. Le bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises a ouvert une enquête aujourd'hui contre le détaillant Zara Canada Inc., là, compagnie de vêtements quand même bien connue, pour des allégations de travail forcé ouïghour de la minorité musulmane en Chine, exactement dans ces chaînes d'approvisionnement. Parce que c'est quelque chose qui avait été relaté là, beaucoup depuis un certain moment dans la province du Xinjiang, entre autres en Chine, où il y a au-dessus d'1 million de ces gens, là, de cette communauté minorité ethnique ouïghour, qui sont là, forcés, semble-t-il, dans des travail d'internement, là, dans des camps d'internement, de travailler de manière complètement gratuite dans ce qui s'apparente à de l'esclavage moderne. Et là, ce qu'on soupçonne, c'est que du côté de Zara, il y aurait des relations d'approvisionnement, donc des relations commerciales avec des usines au Xinjiang qui utilisent donc le travail de ces travailleurs-là forcés pour faire leurs matériaux. Il y avait un rapport d'un organisme australien, là, puis ça vaut ce que ça vaut. Là, est-ce qu'il y avait... Mais tu sais, il en visait, le Zara en était une, mais Abercrombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Gap, H&M, nomme-les, Lacoste, Nike, Puma, North Face, tout le monde y passait comme ayant Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, comme ayant potentiellement certains vêtements, ou en tout cas où il y aurait eu du travail des Ouïghours. Là. Oui, et là, la compagnie Zara est la première visée, peut-être pas la dernière non plus, ni en bloc les allégations, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, c'est pas mal dans les premières fois là, que cet organisme-là va intenter donc des véritables démarches contre une entreprise, mais que c'est resté flou, leurs objectifs de l'organisme là, pendant les dernières années, sont fait critiquer, entre autres, là, du peu de pouvoir qu'ils ont de vérification, la règle générale, autour des entreprises. Ils peuvent, entre autres, demander à ce qu'on leur fournisse certains documents et tout, mais doivent demander le consentement des compagnies qu'ils enquêtent pour à peu près toutes les étapes du processus. C'est certain que ça peut être un peu plus difficile. On verra comment va se dérouler l'enquête en question. Le Monde. C'est aujourd'hui qu'une première en 100 ans survenait aux États-Unis, soit le témoignage dans un procès d'un ancien président américain. Ça s'est bien passé? Oh, absolument. Donald Trump qui a été gentil, courtois, affable. Non, pas vraiment. Le juge s'est réellement tanné, là. Oui, c'est quelque chose quand même, parce que c'est le juge Arthur Engoron, en ce moment, qui préside là, la séance donc où devait témoigner M. Trump aujourd'hui. Et il semble-t-il que toute la journée, même si on n'a pas accès en ce moment là, aux extraits audio exacts du procès, mais semble-t-il que M. Trump a dû se faire rappeler à l'ordre à de nombreuses reprises, que le juge Engoron, d'ailleurs, qui s'est fait traiter par le passé de voyou, de dérangé, d'homme haineux par Donald Trump, a dû lui demander de préciser puis de répondre aux questions, d'arrêter de monologuer, d'arrêter... Parce qu'il faisait des discours. Ouais, semble-t-il qu'il se lançait dans ses tirades habituelles comme quoi tout a été volé, tout le monde est contre lui, le procès est motivé politiquement, etc. Et a continué là, dès son entrée au palais de justice de Manhattan, plus tôt aujourd'hui, à s'en prendre à la procureure générale de l'État de New York, à s'en prendre à peu près tout le monde autour de tout ça. Je rappelle, il y a déjà 2 amendes dont il a écopé dans le cadre du procès pour avoir violé là, ce qu'on appelle là, les ordres bâillons qui lui empêchent de s'en prendre aux membres du procès. Et là, c'est pas la dernière fois que M. Trump va être appelé à témoigner non plus là-dedans. Disons que c'est une première journée assez mouvementée, merci. Et en matière de pas chic devant les institutions, tu sais que M. Trump n'a pas le monopole du jour? Non. Non. Il y a un député de la Chambre des communes, un député libéral de Terre-Neuve, Ken McDonald, qui aurait fait un doigt d'honneur. Dans notre Parlement, monsieur. C'est pas l'endroit exact pour faire ça d'habitude. Il prétend qu'il se grattait le côté de la tête avec ce doigt-là. Est-ce que le doigt faisait face à un député de l'opposition? Oui. Ah. Mais il est effectivement sur sa tempe comme s'il se grattait avec. C'est un peu des deux. Mais là, ce qui est une joke, le président de la Chambre a pris ça à délibérer pour savoir si c'était un grattage de tête ou un doigt d'honneur en bonne et due forme. On a hâte d'entendre la décision.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.